Bien, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'être resté. Tous les applaudissements étaient pour vous, hein, en tout cas. C'est rare que ça applaudisse ici après une projection. Je vous le dis, je pense que c'est une des premières fois, pour être très honnête. Je vais vous présenter, parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions à leur poser. Ils nous font vraiment l'honneur et le plaisir d'être restés avec nous pour cette petite partie du débat. On a entre 3/4 d'heure et 1 heure pour leur poser plein de questions. Donc tout à gauche, Didier Ruiz, donc, qui est le metteur en scène donc, de la pièce qui a été filmée, dont les répétitions et dont la représentation finale a été filmée donc, dans le film. Donc film qui est réalisé par Stéphane Mercurio, qui est juste à côté. À ma gauche, évidemment, vous l'avez reconnu parce que vous l'avez vu dans le film, c'était peut-être celui qui avait l'air le plus tendu, il nous le dira si c'était vrai ou pas, au début des répétitions. Mais il a été mis en confiance petit à petit, et vous nous direz comment d'ailleurs. Donc Louis Perrego, donc ancien détenu et donc protagoniste dans le documentaire. Et donc à ma droite, Adrien Taquet, qui est député des Hauts-de-Seine et qui est donc responsable du groupe de travail qui est en charge de ce groupe de travail sur les prisons à la Fondation Jean Jaurès, et donc qui nous a incité avec raison à diffuser ce film-là ce soir, ce documentaire. Peut-être les premiers mots à vous, Stéphane. Vous aviez fait, je crois, un précédent documentaire qui traitait de la parole, qui faisait parler en tout cas les femmes qui venaient voir les détenus au parloir. Et donc là, vous vous êtes intéressé à ce sujet. Alors, je pense que c'est vous. Alors, qui a eu d'ailleurs l'idée au départ? C'est vous qui avez eu l'idée, ou c'est Didier Ruiz qui vous a dit « J'ai une pièce formidable, il faudrait la donner à voir au plus grand nombre. Et donc, je te propose, après le premier travail que tu as fait, de venir me suivre, m'accompagner. » Non, ça fonctionne, vous m'entendez? Ouais, moi, j'avais travaillé, j'ai donc fait 2 films, effectivement, un sur les familles et puis un autre avec le contrôleur où je les ai suivis en prison. Et puis là, j'avais une idée sur l'après. Et je cherchais d'éventuels protagonistes pour mon film. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Didier, qui lui était en train d'imaginer un début de travail avec des longues peines. Mais j'ai pas tout de suite imaginé que j'allais faire ce film-là. J'ai d'abord pensé éventuellement rencontrer des gens pour le travail que j'avais imaginé. Et puis après... je me suis dit non, je vais quand même filmer les tout premiers entretiens pour faire un court-métrage. Et puis en les rencontrant, je me suis dit bon, je peux pas m'arrêter là, et j'ai poursuivi le tournage, et voilà. Peut-être un dernier mot, les critiques sont, j'ai trouvé, unanimement excellentes sur le film. Alors sans doute il y en a eu des moins bonnes, mais en tout cas je les ai pas vues. Je n'ai vu que les bonnes critiques, en tout cas dans la presse. Il n'y a eu que les bonnes, voilà. Est-ce que vous attendiez à ces très bonnes critiques, tout le monde, tous médias confondus, vraiment, toute tendance politique confondue, à considérer que le documentaire était très digne et très utile en fait pour parler des conditions d'incarcération dans les prisons françaises? Non, pour imaginer qu'on va avoir des super bonnes critiques, c'est un peu prétentieux, mais je sais pas si je me pose pas vraiment cette question-là, mais par contre, se dire qu'il y a un film possiblement utile sur la prison, oui, évidemment, et oui, d'autant que vous le savez, puisque vous travaillez là-dessus. Voilà, la prison est vraiment un sujet sur lequel il n'est pas très difficile de dire des choses que les gens ne savent pas, tant l'imaginaire est erroné sur cette question-là. Donc voilà, le désir de film en dehors de l'aventure qu'on vit en rencontrant les gens qu'on filme, c'est aussi avec l'idée de changer le monde et de pouvoir, en tout cas, donner à connaître quelque chose, permettre aux gens de rencontrer d'autres gens différents, et à partir de là, pouvoir commencer à penser, parce que je trouve que la prison est une impensée politique,
très peu de gens. Enfin, voilà, vous êtes l'exception. Didier Ruiz, vous êtes un des personnages les plus extraordinaires dans ce documentaire. Et évidemment, vous avez les acteurs aussi, sans doute les plus extraordinaires qu'on puisse trouver. Je crois que c'est vous qui employez l'expression d'acteur extraordinaire. Pourquoi vous avez eu cette idée de mise en scène? C'était pour faire naître, faire éclore une parole qui avait du mal à éclore. C'était pour montrer aussi un impensé politique. Ou c'était parce que c'était un objet non identifié pour vous et que ça vous intéressait de traiter cet objet? Alors, je vais vous décevoir, c'est pas du tout ça. Non, très sincèrement, je le dis très sincèrement à chaque fois, mais j'avais un rapport avec la prison que qu'ont la majorité des gens, c'est-à-dire que j'étais, comme dans l'étude faite par la Fondation Jean Jaurès, j'étais au courant de la surpopulation, j'étais au courant des conditions de détention, et ça n'allait pas plus loin. Je n'avais aucune ambition, ni d'être militant, ni d'en savoir plus. Ça m'intéressait, voilà, comme ça. Il se trouve que j'ai rencontré un homme qui est cité dans le film, vous l'avez peut-être vu sur le générique, qui s'appelle Bernard Bolz, qui est un des cofondateurs de l'Observatoire international des prisons, et qui a fondé il y a peu un site formidable que je vous recommande, qui s'appelle Prison Insider, qui fait un état des prisons dans le monde, avec des délégués dans le monde entier qui font remonter des informations. Et donc, vous allez sur ce site, et si vous voulez savoir comment ça se passe dans une prison au Sierra Leone, vous tapez Sierra Leone, et vous avez un rapport qui est mis à jour. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement militant, lui, sur le thème de la prison. Je l'ai rencontré un soir qui n'était pas forcément le bon soir pour moi. C'est un soir de général au Festival d'Avignon. J'étais un peu soumis à une pression de la première le lendemain. Et il me souffle comme ça, après la générale, l'idée de travailler sur les longues peines. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je l'ai écouté assez poliment, je dois dire, sans trop de concentration. Et la vie a fait que, un mois après cette conversation, j'ai passé moi-même une nuit en prison en Turquie. J'ai été gardé à vue dans des conditions pas violentes, mais en tout cas qui ont fait que je me suis retrouvé dans une cellule avec une grille qui s'est refermée sur moi. Et cette nuit-là était une des plus longues nuits de ma vie à ce jour. Et j'ai évidemment pensé à Bernard et à ce qu'il m'avait proposé un mois avant. Et quand je suis rentré à Paris, puisque évidemment l'histoire finit bien, j'ai été jugé, acquitté, expulsé, après une deuxième nuit dans un centre de détention pour étrangers qui n'a rien à envier avec ceux qu'on connaît sur notre territoire. Donc j'ai pu rentrer sain et sauf, je vous rassure, en France. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai appelé Bernard tout de suite en lui disant oui, l'enfermement est insupportable, allons-y. Et ça s'est fait comme ça. Et depuis, ma position a changé, de la position de citoyen au courant, mais tiède et pas concerné par la prison, puisque évidemment, ça ne concerne que les autres, bien entendu. Je suis passé à une position d'artiste militant. J'emploie ce mot avec soin, c'est-à-dire que mon militantisme, il passe par le filtre de mon métier qui est de faire du théâtre et donc d'ouvrir une fenêtre sur le monde. Et donc j'ai décidé à un moment donné d'ouvrir cette fenêtre sur l'enfermement et ceux qui l'avaient subi. Et à partir de là, je suis très fier d'être cet artiste militant et engagé qui fait, avec mes petits outils de metteur en scène, fait bouger les consciences. Chaque soir que le spectacle se joue, et on finit notre 3e saison la semaine prochaine, je fais un peu de pub, j'en profite, on joue lundi soir à Poissy, dans le Val d'Oise. J'ai dit Poissy. Vous voyez, c'est Poissy et Roissy. Donc, Pontoise. Heureusement, Adrien, que vous êtes là.
Donc c'est à Pontoise, dans le Val d'Oise, et c'est lundi soir, et c'est à 20h à la Rotonde à Pontoise, donc on finit la saison. Et donc chaque fois que le spectacle se joue, et chaque fois que la lumière s'éteint sur le plateau, qu'elle se rallume dans la salle, on a le rêve, avec l'équipe au plateau, de penser qu'il y a un certain pourcentage de gens dans la salle qui rentreront chez eux avec une autre vision que ce qu'ils avaient en rentrant dans la salle de théâtre sur la prison. Ce qu'on y fait, pourquoi on le fait, à quoi ça sert, de quelle manière. Et du coup, voilà, mon militantisme, il est de cette nature, aujourd'hui. Comment vous avez, en fait, la question qu'on peut se poser, comment vous avez composé votre troupe d'acteurs un élément, je trouve intéressant, c'est qu'on ne sait pas finalement pourquoi ils ont été jugés, pourquoi ils ont été condamnés. On le devine pour un, mais le reste, on ne le sait pas. Vous le laissez tout cela sous silence. Évidemment, c'est volontaire. Et comment ensuite vous avez composé votre troupe ? Je vous répondrai ensuite. Par rapport à la raison pour laquelle ces hommes ont fait de la prison, je ne l'ai pas su pendant longtemps moi-même, puisque je ne leur ai jamais posé la question. Je ne me suis jamais autorisé à le faire parce que finalement, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et que la prison l'avait été faite et que voilà, enfin, je n'avais pas vraiment besoin de savoir pourquoi. Ça n'avait pas vraiment de raison d'être. Évidemment qu'après les années qu'on a passées ensemble, je l'ai su, mais on n'en a jamais non plus parlé directement, Louis, parce que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Comment je les ai rencontrés ? Il y a d'une part, c'est difficile de rencontrer des longues peines. Ils ne sont pas nombreux. Au départ, c'est des gens qui représentent un tout petit pourcentage de la majorité des gens qui sont détenus dans ce pays. Et sur cette petite quantité de gens qui ont purgé des longues peines, il faut déjà pouvoir les rencontrer et leur proposer un projet comme celui-là. Donc, vous voyez que les chances d'avoir des élus se réduisent au fur et à mesure que vous les approchez. Pour constituer cette équipe, je pense de mémoire en avoir vu en tout une quinzaine. Il y a ceux qui m'ont dit non tout de suite, il y a ceux qui m'ont dit oui, mais qui étaient soit sous bracelet électronique, Poissy, Roissy, électronique, et qui ne pouvaient pas. Donc c'était une personne que j'avais rencontrée, je ne sais plus par quel biais, et j'avais insisté auprès du SPIP, d'un juge d'application des peines, et je n'avais pas obtenu de dérogation à sa peine. Puis j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui avaient passé tellement de temps en prison qu'ils n'étaient plus capables de mener cette entreprise-là. Vous voyez dans le film que c'est un travail, bien sûr, qu'on fait. C'est pas le club théâtre, c'est pas l'activité, c'est pas l'atelier club théâtre. Donc ça demande une concentration, ça demande une rigueur. Le théâtre est une école très difficile. Et malheureusement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui n'avaient plus la capacité de suivre ce travail. Donc les personnes que vous voyez au plateau et donc dans le film de Stéphane sont d'une part des gens que j'ai rencontrés par le réseau de Bernard Bolz, qui après toutes ces années de militant a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens ayant fait des longues peines, et l'exception, c'est Alain le Marseillais que j'ai rencontré via un centre de réinsertion à Marseille, et il le dit dans le film, il venait de sortir, quand je l'ai rencontré, ça faisait 1 an qu'il était sorti. Et pour lui, c'était un projet, enfin pour lui comme pour les autres, hein, c'était un projet qui était absolument impensable, inimaginable. Et puis ils ont franchi le pas, et puis voilà, la chose sont faites. Mais il y a les présents, et puis il y a tous ces absents, tous ceux qui n'ont pas pu faire ce chemin-là pour toutes les raisons que je viens de vous dire. On parlait de Joël tout à l'heure. Joël que j'avais rencontré, qui avait entamé le travail, et puis à un moment donné qui a disparu parce que 40 ans de prison, et donc j'avais devant moi un handicapé de la société totalement, qui n'était plus capable de s'engager dans un processus après avoir passé 40 ans dans une cellule. Et on peut comprendre facilement pourquoi. Alors, Louis Perregaux, vous avez accepté de prendre ce risque, parce que vous dites « j'accepte de prendre ce risque » au début du documentaire.
au début des répétitions. Vous étiez, on vous a vu effectivement très tendu au départ, et de fil en aiguille s'en est allé. Quand bien même, vous le dites, je crois que c'est vous qui avez cette phrase. Je veux dire parfois des choses, mais c'est comme une boule de ficelle dont je ne sais pas comment la dérouler, comment la défiler. Comment Didier Ruiz vous a mis finalement en confiance, parce que en fait, le cœur du documentaire, au-delà de ce que, et de la pièce de théâtre, au-delà de ce qu'elle dit du système carcéral, c'est la façon dont il arrive à vous mettre en confiance ensemble, de vous constituer presque en petite famille, en petite communauté. On vous voit en train de fêter un anniversaire, et d'ailleurs la personne dont c'est l'anniversaire dit « ça fait bien longtemps que je n'ai pas passé un si bel anniversaire ». Comment il est parvenu à faire ça? Parce que c'est difficile, après une longue peine. Alors oui, effectivement, c'était difficile. J'avais du mal à me projeter dans cette histoire de théâtre, en fait. Ça modifiait à peu près tous mes modes opératoires de militant. Pour reprendre un peu le fil, il a fallu que je me batte contre la prison pour pouvoir étudier. J'avais un certificat d'études primaires quand je suis arrivé en prison. J'ai un parcours banal de délinquance, comme on en voit dans les quartiers. Et j'ai donc fait des études. Je suis allé à l'université après. J'ai écrit des livres. Et puis j'ai toujours... j'ai longtemps milité à l'extérieur. Je milite notamment dans Prison Insider. J'ai quelques documents, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette structure. Je suis l'un des administrateurs maintenant de cette belle aventure qui démarre, qui j'espère va continuer. Mais pour en revenir donc à cette rencontre avec Didier, quand Didier nous a appelés, ma compagne et moi, c'est vrai qu'elle a tout de suite accepté, simplement sur le fait que c'était Bernard, qui est un ami de très longue date, Bernard Bolz, lui a dit là, il y a quelque chose à faire. Elle avait tellement besoin et jamais eu la possibilité d'exprimer ce qu'elle avait vécu dans cet accompagnement de la prison qu'elle a accepté. Moi, j'étais plus réservé parce que le théâtre, c'est un monde que je ne connaissais pratiquement pas. Et je ne voyais pas très bien ce que j'avais à y faire, moi, personnellement. Déjà, je ne me voyais pas du tout monter sur un plateau. Ça, c'est un problème personnel de timidité. Et ensuite, d'avoir été échaudé dans des contacts avec quelquefois des médias qui sollicitent une interview, puis au bout de 5 minutes, on se rend compte que ce qu'ils cherchent, c'est le sensationnel, c'est le croustillant, toutes les choses que je trouve sans intérêt, qui ne m'amusent pas, et la conversation se termine. Là, Didier Ruiz, on ne se connaissait pas. Mais je crois aux rencontres. J'en ai fait des belles dans ma vie. Je parle de celle avec un sous-directeur de prison à un moment, qui a quand même bien bousculé mes idées reçues. Et là, avec Didier, j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui. Je lui ai demandé un temps d'observation et de discussion. Alors, mais tu n'as pas tout mis dedans. Hein. C'était même un petit peu plus dur. Et j'avais besoin d'être mis en confiance pour savoir. Et puis à partir du moment où j'ai senti que effectivement je pouvais avoir confiance en lui, voilà, je me suis engagé. Et puis je peux dire que je le regrette vraiment pas, parce que chaque fois qu'on fait des réunions avec Prison Insider ou les réunions qu'on a fait avant avec l'OIP ou d'autres, c'est vrai qu'on se retrouve toujours entre gens concernés. Le théâtre a donné une ouverture avec un public tout à fait différent, et on s'aperçoit effectivement, s'il y a une personne qui part avec peut-être un peu de doute sur ses idées préconçues sur la prison, eh ben, on a gagné. Alors, on vous fera parler après, évidemment, mais je vais terminer le premier tour avec Adrien Taquet. C'est vous qui avez
eu l'idée d'organiser cette projection, qui nous avait dit très tôt, ce documentaire est formidable, je crois que vous l'avez vu plusieurs fois d'ailleurs. D'une part, pourquoi? Vous êtes responsable politique. Évidemment, j'ai envie de vous poser deux questions. Bon, d'une part, pourquoi vous pensez que c'est utile de passer ce documentaire-là pour le débat public autour de la prison? Et d'autre part, en fait, il y a la question aussi du théâtre post-détention. Le théâtre comme outil potentiel de réinsertion, en tout cas comme outil favorisant peut-être la réinsertion dans la société. C'était aussi pour ça que vous trouviez le documentaire intéressant? Merci, bonsoir à tous. Écoutez, je pense que vous partagez cette opinion qui était la mienne, effectivement, quand j'ai vu ce documentaire-là, qui est qu'il nous pousse à nous interroger, enfin, tout un chacun, et notamment quand on est responsable politique. C'est-à-dire que je pense que, moi, si je me suis engagé en politique, c'est d'une part parce que je pense que notre société, à divers égards, a besoin de se transformer, que je pense que sur la question carcérale, c'est le cas. Et puis mon deuxième engagement, c'est parce que je pense qu'il y a dans notre pays un certain nombre de ce que j'appelle les oubliés de la République, des gens qui sont à l'ombre de la promesse républicaine, et je pense que les détenus en font partie, et qu'il y a aujourd'hui un problème de dignité des conditions carcérales. Alors c'est pour ça d'ailleurs que l'étude que l'on a menée, que vous avez peut-être vue, m'a frappé, m'a un peu découragé le temps d'un instant, puisqu'on se rend compte que les Français ont une assez bonne connaissance de ce que sont les conditions carcérales aujourd'hui. Ils savent la dureté. Et pour autant, ils estiment que ce n'est peut-être pas assez dur encore. Que la souffrance doit participer de la peine. Une espèce de dimension, on l'évoquait tout à l'heure, peut-être... Enfin, il y a une dimension qui renvoie un peu à la conception du bagne du 19e siècle. On est revenu à ça. Alors, vient de tomber là sur nos mobiles une nouvelle étude sur la perception et qui peut-être ouvre quand même quelques voies d'espoir. Mais je pense que la question carcérale est une question dont notre société, chacun d'entre nous et notre société dans son ensemble, ne peut plus faire abstraction, qu'on ne peut plus résoudre ou se donner le sentiment de résoudre au travers d'une augmentation du nombre de places, puisque vous savez que le nombre de places de détention n'a cessé d'augmenter depuis l'après-guerre, et que de façon corrélative et même exponentielle, merci, ça sera un peu plus élégant, voilà, si ça marche, la surpopulation a accru de la même façon, voire même plus que le nombre de places. Donc on ne peut pas limiter la question de la prison aujourd'hui à la question, du nombre de places. Et il me semble que commence à être tracée une voie un peu différente, pas encore achevée, complète, totalement formalisée. Mais j'ai l'impression que l'on sort de cette appréhension purement immobilière, patrimoniale de la question carcérale, pour essayer d'aller explorer d'autres voies. Le président de la République avait quand même, et c'était un peu dans le prolongement de ce qui avait été annoncé, engagé sous le quinquennat précédent, parlé malgré tout de la construction de 15 000 places supplémentaires. Dans le discours d'Agen qui a été prononcé il y a 3 mois maintenant devant l'ENAP, on ne parle plus que de 7 500 places. Bon, ça a été peu relevé, voilà, mais ce n'est pas ça qui est central. C'est qu'il y a toute une réflexion sur le sens de la peine, d'une part, et sur la question de la dignité des prisonniers. Alors dans le discours d'Agen, on a plutôt insisté sur la question du sens de la peine. Et le volet dignité, ça commence à répondre à votre deuxième question. On attend encore un peu de voir comment ça va se formaliser, se concrétiser en termes de mesures. Mais sur le sens de la peine, effectivement, il y a une réflexion là-dessus. Vous l'avez peut-être vu, effectivement, qu'il n'y ait plus de peine, qu'on supprime les peines de moins d'un mois, qu'on essaye de systématiser les aménagements de peine quand on est à moins d'un an, avec une vraie, espère-t-on que cette fois-ci ça sera la bonne, une vraie politique revalorisation des travaux d'intérêt général. Et puis par contre, à l'inverse, et ce qui peut d'ailleurs poser un certain nombre soulever un certain nombre de questions par rapport à la question de la surpopulation. Par contre,
emprisonnement au-delà d'1 an, alors qu'aujourd'hui c'est 2 ans. Voilà, donc en tout cas une réflexion qui sort de la pure logique des places. Voilà. Il y a des réflexions aussi au sein du gouvernement et au sein des parlementaires. On a une présidente de la commission des lois qui s'appelle Yann Bonne-Privet qui fait un travail assez exemplaire, je trouve, là-dessus, qui a amené un certain nombre de parlementaires, notamment au Danemark, pour aller voir les prisons ouvertes, qui mène des réflexions sur les peines alternatives. Voilà, donc il y a tout un travail de longue haleine, qui prend peut-être trop de temps, mais qui est mené pour essayer de changer d'approche par rapport à l'emprisonnement. Voilà. Le théâtre comme réinsertion, oui. Enfin, je pense que Louis, mais qui a de multiples activités par ailleurs, je pense que ça y a contribué, j'imagine. Mais la question, c'est pas tant l'après, c'est déjà ce qui se passe pendant. Aujourd'hui, la prison est une bulle hors du temps. Je trouve qu'il y a un bon exemple à cet égard-là, c'est le travail en prison. Aujourd'hui, les métiers qui sont réalisés en prison sont des métiers globalement à très très faible valeur, qui sont en train de disparaître dans notre société. Donc le travail en prison n'a plus du tout cette fonction de réinsertion qu'on lui avait assignée, puisque les métiers qu'on y pratique sont en train de disparaître à l'extérieur. Voilà. Donc je pense que le travail, surtout de la question de la réinsertion, redonner cette fonction de réinsertion à la prison, elle se passe d'abord entre les murs, ça passe par le travail et par un certain nombre d'autres activités, parce qu'il y a aujourd'hui une rupture totale entre ce qui est vécu à l'intérieur et ce qu'il faudra revivre à l'extérieur. Alors, on va donner la parole très vite à la salle pour poser un certain nombre de questions. Juste un dernier tour peut-être, et une question à tous les deux, et à Didier Ruiz peut-être pour commencer. Je trouve que tout ce que vous parvenez à faire quand même dans le documentaire, c'est de rendre en fait très dignes les acteurs que vous avez entre vos mains. Ils sont toujours très dignes pour justement raconter des choses qui ne le sont absolument pas. On parle beaucoup de sexualité, il parle du moment où l'un des détenus s'arrache une dent, ce qui est absolument atroce en écoutant. Évidemment, il y a ce passage où l'un des détenus ne peut pas se rendre aux obsèques de son fils. Tout l'enjeu, c'était de montrer qu'eux étaient dignes pour parler de choses indignes. Oui, la dignité, elle est sine qua non. Le miroir du théâtre ne peut fonctionner que si un être humain voit devant lui un être humain. Et un être humain, il se caractérise aussi par sa verticalité et donc sa dignité. Et c'est en voyant celle de l'autre qu'on le reconnaît comme étant proche de celui qu'on est. Et donc, de ce fait, s'il n'y a pas cette dignité, il ne peut pas y avoir cette relation de reconnaissance de celui que vous avez en face. Après, le filtre du théâtre fait son travail et voilà, mais bien entendu qu'elle est sine qua non. Stéphane, si vous voulez réagir sur la dignité. Oui, enfin, la question de la dignité, évidemment, enfin, c'est dans le rapport qu'on a à l'autre, c'est-à-dire filmer des gens, c'est être dans un rapport humain, c'est se mettre à la place, c'est être à l'écoute, parce que sinon ça fonctionne pas, le film fonctionne pas, le spectateur n'a pas de place, et c'est quand on brise cette chose-là qu'il y a quelque chose de voyeur ou voilà, et je pense qu'il faut vraiment toujours être à distance de ça et jamais tomber dans ces choses-là, parce qu'elles ne en dehors du fait que voilà, j'ai un point de vue moral sur filmer comme ça, mais c'est aussi qu'elles ne nous permettent pas de penser, c'est-à-dire que quand on est voyeur de l'autre, il y a quelque chose du mépris, il y a quelque chose on surplombe, et du coup on ne peut pas comprendre, on ne peut pas partager, on ne peut pas commencer à penser avec ce que l'autre nous amène sur ce que lui connaît voilà. Donc il me semble que c'est la seule façon de laisser une place au spectateur, et si on ne laisse pas de place au spectateur,
je sais pas, c'est autre chose que des films ou du théâtre. Voilà. C'est du flux. Oui, peut-être une question. On parlait tout à l'heure de l'enquête qu'on a sortie. Comment vous réagissez quand vous voyez qu'une grande majorité aujourd'hui des Français considèrent que les prisonniers aujourd'hui en France sont trop bien traités? Quand on écoute ce que vous dites les uns et les autres, quand on écoute aussi comment sont traités finalement les gens qui viennent vous rendre visite, on pense à ce que dit votre femme et sur ce moment qui l'a meurtri et au moment où on sent bien qu'elle vous a préparé une salade avec amour et elle se la fait mettre dans un sac plastique, ça ne ressemble absolument plus à rien. Elle évoque même le terme finalement de nourriture pour chien et elle finit même par dire, avec tout le respect que j'ai pour les chiens d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous évoque ça quand vous voyez une grande majorité des Français en fait qui n'a pas la connaissance charnelle de la prison ou Voilà, tous les deux l'ont très, très bien dit. Je crois qu'un des droits fondamentaux qui devraient être respectés en prison, c'est justement la dignité. Et ça n'existe pas. Les gens sont traités dès qu'ils sont incarcérés, alors qu'ils sont supposés être innocents jusqu'au moment du procès. Ils sont traités avec mépris. Et là-dessus, sur ces bases-là, je ne vois pas ce qu'on peut construire pour réparer. Et tout le problème, finalement, je crois que le problème qui va avoir lieu dans la société, d'abord avec les politiques, c'est ce choix à faire entre la punition et la réparation. Mais ça ne peut pas cohabiter. Là, on est pour le moment, on est dans la punition, dans l'exclusion. La prison, elle est chargée elle prend en charge des gens que le judiciaire lui demande de garder. Elle remplit très bien cette charge, elle remplit les cellules. Ce qui s'est passé avant, ça ne la concerne pas. Ce qui va se passer après, ça ne la concerne pas non plus. Les gens sont mis sur le trottoir et puis avec des difficultés supplémentaires. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que tout le monde ne va pas en prison. Les plus touchés sont les catégories sociales les plus fragiles, les plus pauvres. Il y a déjà une somme de difficultés. Après, les autres, ceux qui viennent s'ajouter à cette population-là, j'ai presque envie de dire que c'est accidentel. C'est parce qu'il y a un moment donné où il est arrivé un accident dans leur vie. Mais si on s'arrête simplement au fait de délinquance, c'est une suite logique à la vie qu'ils avaient dans leur quartier. Les prisons en France, pas qu'en France, mais je crois qu'on part vers une tournure de plus en plus punitive, sont des prisons remplies de pauvres, de gens qui sont dans des situations difficiles. Et ils sortent de prison avec des difficultés supplémentaires, des handicaps supplémentaires, des inadaptations à vivre en société après. On l'a vu avec les quelques personnes qui ont voulu participer et ils peuvent pas, ils peuvent plus, quoi. Ils sont plus inadaptés qu'avant. Je crois que ça, c'est une chose qui est importante. Et cette association, j'insiste un peu, elle se bat pour le respect des droits humains et à commencer par celui du respect de la dignité pour la personne humaine. Je crois que ça, c'est fondamental. On n'arrivera à rien. Je suis très inquiet avec ce sondage qui a été fait. Je suis inquiet pour les gens qui vont être laminés en passant en prison. Il faut savoir que la majorité des gens qui sont en prison le sont pour des peines courtes de 5 mois. Est-ce que c'est utile de garder quelqu'un enfermé pendant 5 mois, le laisser végéter sur un lit dans une cellule enfermée, à se bourrer de médicaments pour que ça passe un peu mieux, et puis de le remettre avec plus de difficultés? Je crois que la société n'a rien à y gagner, et que là, il y a un vrai travail, et je ne le vois pas s'orienter de cette manière-là ici. Allez-y, je vous en prie. Oui. Je crois que vraiment,
c'est croire qu'enfermer plus et plus longtemps les gens assure notre sécurité est faux. Enfin, je pense qu'il faut vraiment comprendre ça, se rendre compte que les gens sortent. Il y a certains qui meurent en prison, mais les gens sortent. Et la question, même si on ne se place pas d'un point de vue humain, on oublie tout cet aspect-là des choses, même juste du point de vue de l'efficacité, puisque c'est les valeurs qui sont prônées aujourd'hui. Les gens sortent plus détruits, plus voilà. Enfin, c'est vraiment contre-productif. Enfin, il y a quelque chose d'absurde, comme ça, qui semble évidemment rassurant, mais c'est totalement absurde. En plus d'être injuste, d'être voilà toutes ces choses que évidemment inhumain. Cet enfermement a commencé dans les années 70 à peu près, et on arrive dans la période la plus répressive depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, alors que les faits de violence les plus graves sont en régression. Donc ce n'est pas significatif. 70, c'est aussi avant les affaires de terrorisme. Donc c'est vraiment quelque chose de courant qui est indépendant de ces deux faits, de la violence, de la criminalité et du terrorisme. Pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, j'ai envie de croire, et le sondage que j'évoquais tout à l'heure le laisse à penser, ce sont des sondages, ce sont des études d'opinion, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais les gens, semble-t-il, se rendent compte de l'inefficacité du système. Et j'ai envie de croire que les gens se rendent compte qu'effectivement, cette fonction réparatrice, qu'on est aujourd'hui à contre-emploi, que la prison, effectivement, pour des gens qui y rentrent pour des peines courtes, en plus, ça a un effet quasiment d'accélérateur, ça devient un incubateur à délinquance, parfois, chez certains. On est en train de se rendre compte par le prisme de la radicalisation, notamment, mais qui n'est qu'un tout petit bout du sujet, mais qui peut peut-être contribuer à ce que les gens se rendent compte que cette fonction-là n'est plus assurée. Et oui, je pense qu'il faut en passer par probablement le discours sur l'efficacité. Enfin, c'était un peu comme ça qu'on concluait la note. La dignité humaine, je le rejoins sur le fond, ça, il n'y a pas de sujet, mais ne semblant pas, en tout cas vis-à-vis de l'opinion, et ce n'est que l'opinion, être un levier de transformation. Peut-être la question de l'efficacité, une acception très utilitariste de ce qu'est la prison, peut-être peut constituer le levier de la transformation. Puis sur le second point que vous évoquiez, Louis, c'était quoi déjà ? Le second point que vous évoquiez à l'instant ? Ah oui, alors oui, c'est vrai qu'il y a une judiciarisation croissante, qu'on enferme de plus en plus. Et là, moi, en tant que législateur, on a une responsabilité là-dessus. Moi, ce film-là, je l'ai fait projeter à l'Assemblée nationale il y a de ça un mois. Pour ça que j'ai envie parce que voilà, il faut que ça contribue au débat public. Il faut que les députés, notamment, et ils étaient trop peu nombreux à cette projection, prennent conscience, s'interrogent. C'est un film qui a été diffusé à l'École nationale de la magistrature. C'est un film qui a été diffusé à l'École nationale du personnel pénitentiaire. Et c'est un film qu'on a diffusé à l'Assemblée nationale. Et j'ai été interpellé à la fin par la présidente du syndicat national de la magistrature, et qui m'a dit, vous savez, la question de la surpopulation, etc., vous, en tant que législateur, vous avez une responsabilité, en fait. Certes, il y a les juges qui décident, mais les juges, ils s'appuient sur des textes de loi, où il y a des peines qui sont prévues. Voilà. Ils sont tous dévoilés. Vers 1h du matin, ce soir-là, j'ai reçu un très long mail d'une de mes camarades parlementaires, qui est responsable, enfin une des responsables en ce moment d'un texte que l'on est en train de discuter, qui est sur les rodéos urbains, qui est un phénomène extrêmement problématique dans certains quartiers, qui pourrissent la vie des habitants, etc. Donc c'est un problème auquel il faut attaquer. On est en train de travailler une proposition de loi là-dessus, qui est en discussion, où il est prévu la saisie des véhicules, mais aussi une peine d'emprisonnement d'1 an, qui peut aller jusqu'à 3 ans. Bon. C'est en discussion. Mais c'est ça qui est posé sur la table aujourd'hui. Cette députée m'a écrit à 1h du matin en me disant, en voyant ça, en écoutant le débat, je me demande si on va dans la bonne direction. Voilà. Donc oui, il faut c'est notre responsabilité là, nous notamment législateurs, et puis avec l'exécutif,
qu'on ait une réflexion là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un des points de départ. C'est la loi. C'est sur cette base-là que les peines sont prononcées. Voilà. Et c'est vrai que l'ambiance actuelle, effectivement avec le phénomène de terrorisme, peut-être nous pousse les uns et les autres à parfois durcir les dispositifs que l'on met en place, soit parce qu'on en est convaincu, à tort ou à raison, soit parce que symboliquement, politiquement, on pense que c'est important. Bon, voilà, pour plein de bonnes et peut-être de mauvaises raisons aussi. Voilà. D'où l'utilité de ce genre de film et de débat. Une dernière question, et on vous donne la parole maintenant. Louis, finalement, on a envie de vous demander aussi si, évidemment, le théâtre et cette pièce a été une étape dans votre propre vos réparations. Ce qu'on a l'impression, en tout cas quand on regarde le documentaire, c'est qu'en fait, finalement, vous avez vu quelqu'un qui a pris soin de vous pendant plusieurs jours et qui a pris soin, en fait, du groupe dont il avait la charge et que c'était l'une des clés peut-être pour que ça fonctionne le mieux. T'as pris sur moi. Oui, en fait, ma réparation, je la suis construite bien avant. D'abord, en commençant ces études, puisque je suis parti d'en bas, et puis après par l'écriture. Et j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait ma thérapie de cette manière-là. Et puis, je me suis jamais senti, moi, vraiment en dehors de la société. Je n'ai pas de compte à régler avec la société. Je crois que j'ai mis depuis très longtemps de la distance. J'y suis bien, j'en fais partie, même quand on est dans la marge, on est dans la page. Et le premier livre que j'ai écrit, Retour à la case prison, c'est vraiment l'analyse d'une récidive. Parce qu'après tous ces efforts que j'avais faits, eh ben, quand même, j'y suis retourné. Et même moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc il y a eu l'écriture qui m'a donné la distance nécessaire pour accomplir ce travail. Et puis d'autres bouquins après, qui ont été le prolongement. Et puis mon engagement dans l'OIP, dans Prison de Seydor, dans d'autres mouvements. Il y en a eu beaucoup. Une tentative de création de syndicats de prisonniers. Ça me paraissait une initiative citoyenne. Bon, et on a été punis pour ça. Bon, mais c'est pas grave, c'est un avatar. Voilà, donc mon combat, ma reconstruction, elle s'est faite depuis pas mal de temps. Mais ceci dit, le théâtre m'a apporté quand même quelque chose de supplémentaire, de la confiance. Et puis, c'est quand même assez extraordinaire de voir l'émotion du public et les discussions qui suivent. Moi, je suis toujours surpris et ému des réactions. Je me dis toujours, on va se recevoir des cailloux. Je ne sais pas, quand on voit le sondage. Eh ben non, il y a de l'empathie, il y a... Moi, je suis déjà surpris qu'il y ait tant de monde qui viennent à ces représentations de théâtre. C'est vrai que quand il y a 500, 600, 800 personnes, quelquefois, ils ont dû se tromper de salle. Je sais pas. Bah, je suis acteur, mais non. Non, je plaisante, mais c'est pour dire que je suis extrêmement touché et ému, que des gens s'intéressent. C'est pour ça que là, c'est un contre-pied d'avoir lu ce sondage. Je dis, mais les gens, c'est qui ? Ils sont aussi là, et c'est pas ça que j'entends. C'est pas. Je vois des gens qui cherchent à comprendre, à trouver des solutions, et bon. Donc, continuons. Si vous avez des questions, il y a un micro qui va. Oui, d'abord un grand merci pour un ex-détenu qui milite. Bravo, bravo, bravo. Moi, ce que je voudrais conseiller à tous les députés, c'est de lire un livre de Didier Fassin qui s'appelle L'ombre du monde. On a parlé. Ah bon, j'étais pas encore arrivé. Alors ça vient. On a parlé entre nous pendant que vous regardiez.
D'accord. Mais dans ce livre, justement, on voit tous les aspects. On voit l'aspect destructeur de la prison et en particulier des petites peines. Hein. Bon, je ne parle pas des prévenus. Hein. Il y a quand même 30% des gens en prison qui sont des prévenus, c'est-à-dire non jugés, qui vont se retrouver à 5 dans une cellule, se faire violer, etc. Hein. On perd vite sa dignité. Hein. Mais les petites peines en particulier, ce qui vient en premier aujourd'hui sur, en gros, les 70 000 personnes en prison, ce sont les délits routiers. C'est-à-dire les gens qui conduisent sans permis et avec un petit taux d'alcool. Mais le gars qui conduit toute la journée, il a très vite fait de perdre ses 12 points. Et quand il se retrouve, on dit « Oh, c'est pas long, il a eu 2 mois ». Mais en 2 mois, il a perdu son boulot, il ne paie plus son loyer, sa femme fout le camp. Hein. Vous voyez, l'effet destructeur est absolument total. Oui, oui, bien. Non, mais quand je dis la famille, hein, c'est ça. Mais les enfants, bien sûr, hein, bien sûr. Et si vous voulez, et je pense que le peuple en général, hein, c'est-à-dire toute la population, ne sait absolument pas ce qui se passe en prison. Pour eux, ils entendent parler de laxisme dès qu'on veut voter des lois un peu plus faciles, enfin, comme la contrainte pénale hein, d'octobre 2014. Et on dit, oh, c'est le laxisme, on va vider les prisons, etc. Alors que ce n'était pas du tout le cas. C'était de remplacer justement ces petites peines. Et ces petites peines où il y a des taux de récidive de plus de 60%, hein, en dessous de 3 ans. Quoi. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça coûte cher à l'État, ça détruit des vies, mais des familles, hein, ça n'a effectivement aucun sens. Mais par contre, quand il y a eu la loi contrainte pénale en octobre 2014, il fallait pour que cette loi fonctionne, d'une part que les juges soient convaincus, ce qui n'a pas été le cas, et d'autre part qu'il y ait des moyens importants au niveau des SPIP et de tout le personnel qui accompagne ces gens pour qu'ils ne soient pas en prison. Avoir des TGI au niveau d'une municipalité, d'entreprise, c'est une action très compliquée et de longue haleine. Alors, ce qu'il faut bien rappeler... Mais là, vraiment... Oui, je fais très court. Hein. Ouais. Non, mais je pourrais vous en parler longtemps. Oui. Non, l'autre aspect important, c'est que les peines ne sont pas dissuasives. Le meilleur exemple, c'est la peine de mort. La peine de mort a été supprimée en 81. Il y avait en gros 900 meurtres par an. Aujourd'hui, on est autour de 600. Donc, c'est pas le gars qui va commettre un meurtre, il se dit pas, je vais en prendre pour perpète. Hein. C'est parce qu'il abuse, c'est parce qu'il a d'autres problèmes. Hein. Je voulais revenir juste un tout petit moment. Vraiment, ouais, non, parce que là, vraiment, je vous coupe. Non, qui me paraît important, c'est la dignité. Parole, pour les longues peines, la dignité, c'est effectivement très, très dur à retrouver. Et aujourd'hui, il y a une forme de justice qui est en train de se développer, qui s'appelle la justice restaurative. Les premières expériences ont eu lieu à Poissy en 2010. Hein. Là, je peux vous en parler pendant 2 heures. Donc, je vous laisse le micro. Non, merci. Merci beaucoup. On va se dire 30 secondes par question et après je tape. Ça marche. Merci beaucoup. Merci pour ce film qui est formidable et qui est effectivement, comme vous le disiez très justement, très informatif et donc utile. Monsieur a évoqué la récidive qui est terrible en France, qui est de plus de 60%. Et qui justement est liée à ces conditions que vous évoquiez de manque de dignité et à cette entre guillemets tentation de replonger en sortant, puisqu'on en sort encore plus abîmé qu'en rentrant. Du coup, quelles sont les pistes aujourd'hui au niveau du gouvernement? Vous avez évoqué le président de la République qui, effectivement, au mois de février, a décidé d'avoir un vrai plan prison, etc. Est-ce qu'une des pistes, si vous parliez des SPIP tout à l'heure, ne serait pas justement de les former davantage? Parce qu'on a finalement assez peu entendu dans le film ce qui se passe. Enfin, est-ce qu'ils sont accompagnés? De quelle manière? Enfin, je le sais un petit peu, mais du coup, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là pour mieux accompagner la sortie et faire en sorte qu'il n'y ait pas de récidive derrière? Merci beaucoup. Une troisième question. Là, je vous ai vu. On vous a vu. Oui, donc, pareil que tout le monde, bravo pour ce film. Alors, 3 choses très rapidement. Première chose, alors, c'est très important, et pour moi, c'est très important ce que vous avez fait, de dire que vous avez une expérience peut-être relativement courte, heureusement, de la prison en Turquie, parce que la prison ou la garde à vue, ça peut arriver à tout le monde. Moi, avant la semaine dernière, je pensais, comme peut-être sans doute la majorité des gens, que c'était, si on était entre guillemets clean, c'était
rien pouvait nous arriver. J'ai eu le malheur de critiquer les propos en direct qu'ont tenus, excusez-moi, Monsieur Taquet, Monsieur Macron sur les minima sociaux. J'étais à Montpellier quand ça a été dit. J'ai eu l'occasion de l'interpeller directement. Visiblement, ça n'a pas pu au service de sécurité. Je me suis retrouvé en garde à vue. Bon, parenthèse fermée. Ça peut poser quelques questions sur notre démocratie, mais je pense que c'est pas spécialement Monsieur Macron. J'aurais fait ça avec n'importe quel président. Je pense qu'il y aurait eu le même problème. Mais bon, c'est le rapport, on va dire, des citoyens en France avec le politique. Bon, deuxième chose, ce qui m'intéresserait, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'ancien prisonnier, de la violence du personnel pénitentiaire, je parle de la violence physique, hein, pas uniquement psychologique, vis-à-vis des détenus. Parce que moi, ce qui m'a absolument choqué, c'est le livre, j'ai plus le titre en tête, mais on en a beaucoup parlé, d'un surveillant qui a eu le courage de dénoncer des actes absolument scandaleux de la part de ses collègues. Non seulement il n'a pas été soutenu par sa hiérarchie, il a été menacé. La police l'a protégé vraiment, on va dire, mollo. Et les personnes qui l'a dénoncé, en fait, c'était des syndicalistes de FO, si ma mémoire est bonne, et ils ont été promus. Donc, par rapport au... Alors, pour vous, monsieur, donc, qu'est-ce que vous pensez de cette question de la violence du personnel pénitentiaire vis-à-vis détenus, et je parle bien de violence physique, pas uniquement de violence psychologique. Et vous, monsieur Taquet, est-ce que la réflexion que vous menez en ce moment avec vos collègues au niveau du gouvernement, est-ce que vous allez vous attaquer au fait qu'aujourd'hui, la violence exercée par le personnel... Alors, attention, je ne dis pas que l'ensemble du personnel pénitentiaire est violent vis-à-vis des prisonniers, mais il est clair que quand il y a des actes de violence, ils sont quasiment jamais sanctionnés. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va répondre à ces trois-là d'abord, parce que ça fait beaucoup déjà de choses. Et après, on refait un tour, bien sûr. Alors, je ne sais pas, je vous dis dans l'ordre et chacun pioche où il veut. Il y avait la question des petites peines et des peines non dissuasives. Il parlait des délits routiers. Il y avait la question des 60% de récidive liées aux conditions d'incarcération. Il y avait la question sur le plan prison, évidemment, et la formation des SPIP. Et la violence, notamment de l'administration pénitentiaire. Peut-être sur la violence de l'administration pénitentiaire, pour prendre la dernière. Voilà, il faut bien savoir que la violence institutionnelle est inacceptable. C'est des gens qui ont absolument tout le pouvoir. Après, ça dépend des établissements. Il y a des établissements où il règne un climat avec une direction qui essaie de faire son boulot honnêtement. Et là, on s'aperçoit qu'en principe, les relations sont plutôt pacifiées. C'est quand les choses dérapent, qu'un mot peut-être, une insulte, une surcharge de travail de l'autre côté, et puis il peut y avoir une punition qui conduit, et c'est l'escalade jusqu'au mitard. Bon, après des exactions, il y en a toujours. Il y a des surveillants qui étaient connus pour passer dans les lieux de mitard avec une bombe lacrymo et s'amuser le soir, comme ça, la violence gratuite. Il y a ça qui existe, mais dans la plupart des cas, ça a quand même évolué. Moi, j'ai connu la prison à partir du début des années 70, où là, c'était vraiment violent. Il n'y avait même pas de raison, c'était l'arbitraire total. Quand quelqu'un, pour une infraction, simplement parce qu'il avait fait chauffer du café, partait au mitard, il était tabassé. Bon, je crois qu'on en est quand même sorti, sauf peut-être dans certains établissements, dans des lieux d'isolement, où là, on ne sait plus ce qui se passe, et ça devient très opaque. Et c'est un climat qui peut faciliter, justement, peut-être un sentiment de justifier une punition supplémentaire qui va dans le sens du courant de pensée des Français. Quand ils disent on estime, alors qu'ils sont au courant des conditions de vie dans les prisons, il faut rappeler qu'il y a 7 fois plus de suicides quand même dans les prisons, un tous les 2-3 jours à peu près. Donc c'est pas un lieu
de quiétude et de repos. Donc la violence, bon, il y en a aussi de l'autre côté de la violence, c'est les lieux qui favorisent ça. Il devrait y avoir, je crois, dans l'intérêt de tout le monde, plus de contrôle pour ça. La parole d'un surveillant ne pouvait jamais être remise en doute. Un acte d'un surveillant, même quand il était violent, n'était jamais remis en doute. Maintenant, il y a quand même l'avocat qui peut assister, à condition que le client ait l'argent pour payer son avocat dans ses déplacements. Et comme on sait que c'est un endroit assez misérable, ce n'est pas toujours le cas. Juste pour, enfin, à moins que vous vouliez. Évidemment, toutes ces pratiques sont totalement indignes, injustifiées, doivent être punies, et les modalités de contrôle doivent être probablement renforcées par rapport à ce qui est le cas aujourd'hui. Pour autant, je pense que la question du personnel, de la violence et au-delà du personnel, ne doit pas être appréhendée d'une façon monolithique ou par un seul angle qui serait celui-ci. Il y a un vrai sujet sur le personnel pénitentiaire, qui est la question de leur formation, la question de leur statut, la question de leur rémunération. Aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui sont au plus bas de l'échelle, qui ont le statut le plus bas. Ce sont tous des catégories C, même quand ils ont monté les grades, ils restent catégorie C. Ce sont les gens qui généralement ont loupé tous les concours administratifs et qui finissent par passer celui-là. La formation n'est pas suffisante, le salaire n'est pas suffisant, ce qui fait, enfin il faut le dire, ce qui génère des situations de corruption. Voilà, donc il y a un vrai sujet, mais je pense qu'il ne faut pas être totalement univoque, uniquement stigmatisant, parce que je pense que c'est aussi par ailleurs un métier difficile, parce qu'on est dans un lieu effectivement clos. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Pour la première fois l'année dernière, je crois, le contrôleur général des prisons a fait son rapport sur le personnel pénitentiaire. Et par ailleurs, à l'Assemblée nationale, il y a un groupe d'études sur les conditions carcérales auquel je participe, et où ça va être un de nos axes de travail, justement, travailler sur le personnel. On était à Nanterre il y a 15 jours. On a été à 6 h du matin pour aller voir un peu comment les gens bossaient. Comment ils travaillaient, et je pense qu'il y a un gros travail à faire. À partir du moment où on va redonner aussi un petit peu, c'est pas une question de dignité, mais de considération à ces agents publics, enfin, je pense que ça contribue aussi à l'amélioration globale du système. Voilà. Et par ailleurs, il faut probablement mieux contrôler aussi les dérives qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si c'est moi qui enchaîne sur les autres questions ou pas. Non, mais je sais, enfin, à moins que... Sur le plan prison, les SPIP, etc., c'est ce que j'évoquais. Hein. Et sur la récidive, oui, effectivement, on a des taux de récidive en France qui sont assez dramatiques et qui sont bien supérieurs à ce qu'il y a dans les autres pays, et notamment dans les pays qui mènent des expériences de peine alternative, enfin de prison ouverte notamment, où les taux de récidive chutent. Donc forcément, ça nous interroge. Je pense que les réflexions, il y a deux choses. Il y a diminuer effectivement les incarcérations courtes. Donc normalement, plus d'emprisonnement à moins d'1 an. Voilà, ça, normalement, ça sera que des aménagements de peine avec le recours au bracelet électronique, des aménagements de peine et travaux d'intérêt général. Donc voilà, ça c'est une partie de la réponse. Et puis le second volet de la réponse, j'ai pas beaucoup d'éléments à vous donner parce que je suis aussi plutôt en attente. C'est-à-dire, c'est effectivement pour les plus longue peine, enfin tout ce volet réinsertion, qui pour l'instant je trouve n'a pas encore été beaucoup développé, ou en tout cas je n'en ai pas moi connaissance. Mais il y a effectivement je pense un gros travail à faire là-dessus. Notamment moi ce qui m'interroge un peu, ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est que pour ce qui est de la prison, comme dans beaucoup d'autres champs de la société, l'État a eu tendance à recourir à d'autres acteurs pour assumer ses fonctions, à des acteurs associatifs notamment. Ça, vous avez ça dans plein de champs, le champ médico-social, carcéral, voilà. On délègue, l'État délègue à d'autres la poursuite de ses missions. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça a ses avantages, ça donne peut-être de la souplesse, une proximité plus grande, on sort de la rigidité administrative, etc. Ça c'est très bien, sauf que quand on commence à baisser les financements de tous ces intervenants,
là, ça commence à poser problème. Et au travers de quelques exemples d'associations que j'ai rencontrées qui interviennent sur l'accès au droit, sur l'éducation, etc., on a l'impression, parce que l'époque n'est pas à être dispendieux, qu'il y a un certain nombre de budgets qui ont tendance à baisser, tendanciellement. Voilà. Et que ça pose donc des vrais problèmes au jour le jour aux personnes qui interviennent. Voilà. Donc je pense qu'il faut avoir par ailleurs un point de vigilance là-dessus. Enfin, je ne sais pas s'il y a des responsables associatifs dans la salle et des gens qui interviennent en prison, et si c'est ce que vous ressentez, mais en tout cas, voilà, c'est un peu le... Voilà. Je sais qu'il y en a un au moins là, parce que je le connais. Allez-y, je vous laisse réagir. Oui, non, juste sur un petit élément comme ça sur le personnel, c'est qu'on a pu penser, en tout cas ça a été vendu que les nouvelles prisons étaient une solution. Voilà, à partir du moment où les locaux seraient entretenus, etc., on réglerait le problème de la prison, ce qui évidemment n'a pas été le cas. Et c'est d'autant moins le cas que comme c'est énorme et avec beaucoup de choses automatisées, il y a très peu de personnel. Moi, quand j'avais filmé avec le contrôle à Bourg-en-Bresse, c'était une prison qui venait d'ouvrir. Donc il y avait, je crois, 80% de la prison, c'était des premiers postes. Donc ils avaient 24-25 ans. Donc le même âge que les mecs dedans, donc avec la difficulté à gérer. Ils étaient tout seuls avec une aile de 60 détenus, donc autant dire qu'ils n'ouvraient pas la porte, sauf si c'était contraint et forcé, parce que voilà. Mais s'il y avait quelque chose de l'ordre du désespoir, parce qu'on sait que sa mère vient de se faire opérer, enfin voilà, les choses de la prison comme ça. Donc la violence, du coup, elle se génère automatiquement, je dirais, par la porte qui ne s'ouvre pas, par la confrontation. C'est l'institution, au-delà éventuellement de gens qui dérapent vraiment, etc. Je pense que le lieu, l'espace, la confrontation fait que de toute façon, c'est forcément violent. Et quand on balance... quelqu'un qui a 24 ans tout seul avec 60 détenus dont il a la trouille, ça ne peut pas bien se passer. C'est impossible. Alors, juste comme Didier Ruiz doit nous quitter, si quelqu'un a une question qui lui est spécifiquement adressée, je la prends maintenant. Pourquoi la barbe? Spécifiquement à Didier Ruiz. Hein. Personne d'autre. Personne d'autre. Bonsoir. Un jeune dans mon quartier a dit que la prison, c'est la connexion. Et c'est nourri et logé gratuit. Ce jeune s'en vient dans la tête. Ignorance, le mot que je peux appliquer. Est-il pas mieux de construire des maisons d'insertion et éduquer ces jeunes au lieu de les envoyer en prison? De construire des théâtres, c'est ça que vous avez dit, madame? Des maisons pour éduquer, une maison, je ne sais pas. C'est le prochain projet de loi qui est en débat à l'Assemblée nationale. C'est Adrien qui le porte. De construire un théâtre dans chaque prison qui va fermer. Merci pour ce très beau travail de témoignage et de réinsertion. Mais ce que j'ai remarqué, c'est votre douceur et votre calme à tous. Et je me posais la question, savoir si vous avez dit effectivement qu'il y avait un gros travail de réflexion, évidemment, un gros travail personnel. Est-ce que vous pensez être minoritaire dans les gens qui ont subi une longue peine comme vous, ou c'est souvent le cas? C'est ma première question. Et ma remarque, c'est par rapport effectivement au gouvernement actuel. Je n'ai pas l'impression qu'on aille dans le bon sens avec l'aspect comptable effectivement du budget, avec aussi l'augmentation des peines du fait du terrorisme et autres. Et enfin, vous n'avez pas parlé de préventif, parce que a priori, la préventive, c'est quelque chose qui devrait être minoritaire, exceptionnel. Et en fait, je ne sais pas quelle est la proportion de gens qui font de la préventive, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, vous avez parlé du statut. Effectivement, il y a quelque chose à faire. Mais je crois que d'abord, il faut peut-être vider les prisons des gens, effectivement, qui font de la préventive. Merci. On en prend une autre maintenant, si vous voulez. Là-bas. Ah, là. Allez-y. Oui, je ne sais pas si ça... Je ne suis pas sûr que le micro marche, si.
Si, ça fonctionne? Ah bon, très bien. Oui, je suis Luc Bachelot, je suis président d'une association qui intervient en prison depuis 30 ans, et particulièrement dans les bibliothèques. Alors je ne pourrais que confirmer tout ce qui a été dit de là sur le caractère absolument destructeur de l'incarcération pour toutes les personnes qui sont entre les murs, y compris pour des peines très courtes. Et que je recueille ce témoignage de très nombreux détenus à peu près chaque semaine. Ça fait 4 fois que je passe par la case prison et je m'améliore. C'est-à-dire que je suis de plus en plus difficile à attraper, mais évidemment, on finit toujours par retomber, etc. Donc en effet, je peux témoigner que la prison est véritablement, dans les conditions dans lesquelles les peines sont exécutées en France, l'école de la récidive. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, vous avez parlé, le film le montre très très bien, la problématique des gens qui sortent de la prison après avoir purgé une très longue peine. Je puis, moi, apporter un témoignage sur ce qui se passe pendant la peine, à l'intérieur de l'incarcération. Et j'apporterai peut-être une note un petit peu optimiste, dans la mesure où, à l'intérieur même de la prison, entre les murs, on peut aménager une espèce d'oasis où les gens peuvent se reconstruire, se restructurer. Et ce lieu-là, c'est souvent la bibliothèque. C'est ce à quoi s'active l'association que je préside, où chaque semaine, à l'intérieur de la prison, nous faisons de la lecture à voix haute et partagée. Et là, des personnes, véritablement, lorsqu'elles quittent ce cercle de lecture seulement 2 heures par semaine, ont le sentiment d'être sorties de la prison parce qu'elles rentrent dans un univers, celui de l'auteur, d'un roman, d'un personnage, etc. Et ça, c'est une vraie libération. Et évidemment, le problème, c'est qu'il sera difficile de poursuivre cette activité compte tenu des restrictions budgétaires dont parlait tout à l'heure M. Taquet. Là. Merci beaucoup. Il y en a une là-bas, et après on va clore. Oui, attends, on va enchaîner après. Allez-y madame, et on répond à ça, et ensuite on suit une dernière série. Oui, bonsoir. Allez. Moi je voudrais revenir sur le film, et je tiens à vous dire que ce film, qui est pétri d'humanité et de dignité, a une très grande force, je trouve, parce que non seulement il nous permet à travers cette mise en mots quand même de cette impensée de la prison, ça nous permet non seulement de ressentir, mais pas d'être enfermés dans nos émotions, mais aussi de créer un espace de pensée et de liberté, justement, cette place au doute. Et ça permet aussi de montrer que c'est ce partage d'humanité qui est un acte politique. C'est pas seulement des pensées comme ça, très... enfin bon, voilà, c'est tout, c'est cette pensée. Merci. Alors, en tout cas. Stéphane, peut-être tout de suite une réaction spontanée à la réaction sur le film. Oui, merci, je ne crois pas qu'il y a... Mais c'est le but de ce film, c'est d'essayer effectivement de créer un espace de pensée. Alors, Louis, il y avait plusieurs questions. Pourquoi vous êtes calme? C'était pour plaisanter. Parce que ça ne sert à rien de s'énerver. Absolument, c'est la réponse que j'attendais. J'ai fini par le comprendre. Et est-ce que vous vous sentez minoritaire? C'est ça surtout la question, dans l'état dans lequel vous êtes. Oui, en regard des jeunes qui arrivent avec leur sentiment d'injustice exacerbé quand ils voient que des affaires beaucoup plus graves, financièrement ou autrement, sont plus tolérantes dans la réprobation, que leurs petits larcins, ça en fait des boules de nerfs. Je vais essayer de répondre à plusieurs choses en même temps, qui parlent à la fois de la préventive. Moi, je crois, si j'ai un avis que je peux donner, la première chose qu'il faut arriver à faire pour pouvoir attraper ces bouts de ficelle dont on parle, c'est désengorger les maisons d'arrêt. Et pas en construisant d'autres prisons,
parce que les magistrats vont les remplir. Ça se passe toujours de cette manière-là. Et cet état de surpopulation, il faut prendre conscience de ce que ça représente, 8 mètres carrés, dans laquelle sont en permanence 22 heures sur 24 dans certains établissements, les gens pas se marcher dessus. Des gens qui sont très différents, qui sont obligés de composer. Il y a des moments, tout énerve dans le comportement de l'autre, quand on est dans cette promiscuité-là. Et ça devient complètement intolérable, et ça génère de la violence. Ça en génère aussi avec le surveillant. Il va venir dire, moi je ne veux plus rester dans cette cellule-là, c'est plus possible. Lui, il a son boulot, il est dépassé parce que cette surpopulation crée aussi, et il a des réactions qui peuvent être aussi extrêmement violentes. Donc, je crois que c'est vraiment la première chose dont il faut prendre conscience. Il faut absolument désengorger les maisons d'arrêt, parce qu'il y a plus de 20% effectivement de gens qui sont là en préventive, des préventions qui durent des années. J'ai attendu plus de 5 ans un procès en cour d'assises. Après, il y a eu un jugement cassé. J'ai été condamné au bout de plus de 6 ans. Bon, c'est pas admissible, quoi. Je pense qu'il y a des situations qui pourraient être réglées beaucoup plus rapidement. Alors, après, c'est une question où on met les moyens. Est-ce que c'est sur la justice pour qu'elle ait plus de possibilités pour travailler? Est-ce qu'effectivement, on adopte des mesures préventives et alternatives? Cette loi de moins d'1 mois, pas de prison, j'y crois pas beaucoup, parce que je pense que les magistrats vont condamner à 2 mois. Et puis, ils vont régler la situation. S'ils veulent absolument que la personne aille en prison, ben voilà, il sera condamné à 2 mois au lieu d'1 mois. La situation, on voit que pour des raisons corporatistes, les magistrats ne veulent pas participer aux travaux de réforme, ils ont un peu claqué la porte. Bon, on peut peut-être se réconcilier si on le regarde leurs tribunaux, parce que je crois qu'ils y sont très attachés. Mais voilà, on tombe dans ces situations, et c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Après, effectivement, les bibliothèques, toutes les actions qui peuvent être menées sur le plan culturel, faire entrer de l'extérieur dans la prison, aérer la lecture. Il y a un établissement où j'ai eu la possibilité de créer un cercle de lecture avec justement des lectures à haute voix des uns et des autres. C'est formidable. Et il faudrait, s'il y a moins de monde dans les maisons d'arrêt, peut-être qu'on pourra commencer à proposer des formations, leur donner une alternative, quelque chose qui soit dans la balance et qui disent non, c'est pas la peine que j'aille continuer à dealer pour survivre dans mon quartier. Là, j'ai une occasion. Voilà, il faut. Bon, mais après. Juste pour compléter ce que dit Louis, il y a effectivement les moins d'1 mois, je ne sais pas si ça sera appliqué ou pas, il n'y a effectivement pas d'emprisonnement en moins d'1 an, donc normalement ça doit aussi participer à au désengorgement des maisons d'arrêt. Il y a un certain nombre de forfaitisation d'un certain nombre aussi de délits, je pense notamment au cannabis, qui sont dans cette optique-là. Mais effectivement, aujourd'hui, les maisons d'arrêt, c'est un des gros sujets. Sur l'approche comptable, en fait, c'est peut-être la bonne approche. Peut-être, on l'évoquait aussi là aussi, et on l'a évoqué entre nous, il faut qu'on s'en reparle. Peut-être que démontrer le coût de la prison est un levier de transformation. Parce que ça coûte cher. Une journée en prison, je crois que c'est autour de 100 €. Un bracelet électronique, c'est 11 €. Il y a des partenariats publics-privés qui sont assez discutés en ce moment. Ça a un coût. Voilà. Et effectivement, à notre époque, peut-être que la question du coût, c'est peut-être un bon levier pour prendre le sujet. Et pour montrer que c'est peut-être pas la meilleure, non pas tant une question d'efficacité, mais d'efficience, comme on dit. Voilà. Donc ouais, c'est pas inintéressant, je pense au contraire d'avoir cette approche comptable, mais pour en faire un levier de transformation. J'ai juste une réaction. Bon, oui, on voit bien que vous êtes un militant, vous êtes très au fait des débats publics qui tournent autour
des sujets liés à la justice et à la politique pénitentiaire. En tirant le fil, je voulais aussi vous poser la question qu'on aborde peu, c'est finalement la place de la vie aussi démocratique en prison. Et une question toute bête que j'aimerais vous poser, c'est par exemple, est-ce que vous avez voté lors d'une élection, par exemple, lorsque vous étiez incarcéré, parce qu'on s'aperçoit qu'il est extrêmement difficile de voter en prison. Or, quand on voit la connaissance que vous avez des sujets, on aimerait vous poser la question. En tout cas, moi, j'aimerais vous la poser. J'ai jamais vu de dispositif mis en place dans les établissements que j'ai fréquentés pour que je puisse aller voter pendant la période préventive où j'étais pas condamné. Mais quand vous avez été condamné, on vous a privé de vos droits civiques ? J'ai plus de droits civiques. D'accord. Aujourd'hui encore. D'accord. Non, parce que je pense que la grande partie de détenus ne sont pas privés de leurs droits civiques, mais pensent en être et pensent ne pas avoir le droit de voter. Ouais, alors qu'en réalité, ils auraient le droit de voter. C'est très difficile. C'est 1%. Rare, hein. C'est 1%, je crois, des prisonniers qui votent. Je crois, ouais. C'est un sujet qui est assez techniquement complexe même, mais auquel il faut s'atteler, parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a 4 dernières questions. Madame, monsieur, madame, et ensuite oncle. Oui, monsieur là. Navré. C'est juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit au départ, plus qu'une question. Je pense que dans une démocratie digne de ce nom, on attend que nos politiques y gouvernent pour le bien public et pas en fonction des sondages d'opinion. Parce que si Badinter avait fait un sondage d'opinion, il n'aurait jamais aboli la peine de mort. Et si on en faisait un aujourd'hui, elle serait rétablie. Donc je pense qu'il faut peut-être élever le débat un peu plus haut que sur le... Vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas un sondage d'opinion. Hein. Nous, on est un institut ici d'études qui réfléchit sur les sujets. Vous avez cité tout à l'heure un sondage qui a été fait. C'est une étude qu'on a faite effectivement dans le cadre de la Fondation Jean Jaurès pour alimenter le débat et nos réflexions. Avec un argument qui était justement de montrer que les discours peut-être sur les droits fondamentaux, etc., ne sont absolument pas perceptibles et réceptifs de la part de la population quand on voit ces résultats. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'il faut prendre une autre approche et expliquer justement que l'indignité des conditions d'incarcération entraîne de forts taux de récidive et donc en fait mettre en insécurité l'ensemble de la population et l'ensemble de la société. C'est la raison pour laquelle justement on a posé ce sondage en montrant que le contrôleur général privation de liberté a beau faire rapport après rapport tout un tas de recommandations et tout un tas de dénonciations, de fait ça ne marche pas. Donc il faut prendre sur un autre braquet. Cela dit, le discours n'est pas beaucoup porté. Hein. Non, si les députés ne viennent pas quand vous projetez le film, c'est aussi ce qui est récurrent, c'est que c'est un sujet qui n'intéresse pas nos députés, le sujet de la prison. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de députés, ça ne veut pas dire qu'on a les choses, mais je pense qu'il n'y a jamais eu autant de députés sous cette mandature qui s'intéressent à ce sujet-là. Non, mais je vous le dis, moi je ne suis pas à la commission. Vous savez, il y a des commissions, enfin vous savez pas, il y a des commissions. Moi je ne suis pas à la commission des lois, je suis à la commission des affaires sociales. D'accord ? Donc ce n'est pas mon sujet. Les textes de loi qui arrivent n'arrivent pas dans ma commission et je ne les étudie pas. C'est pour ça notamment que je mène un travail un peu périphérique par rapport au travail parlementaire au sein de la Fondation Jean Jaurès. Je siège par ailleurs à l'établissement public et hospitalier de Fresnes, d'accord, sur le volet plus sanitaire. Bon, la présidente que j'évoquais tout à l'heure de la commission des lois a embarqué 70 députés pour aller visiter des prisons, parce que justement, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce qui se passe. D'accord ? Elle travaille là-dessus. Donc voilà, donc je vous dis pas, je pense que les associations, moi j'ai rencontré un certain nombre d'associations au début de mon mandat. Tout début de mandat, chaque début de mandature, toutes les assos, les ONG, les lobbies, on envoie des mails à tous les députés pour les voir, parce qu'ils ont plein de choses super importantes à leur dire. Des assos comme le Génépi, que moi j'ai reçu, j'ai par ailleurs été à leur AG plus tard, m'ont dit, on est surpris, c'est la première fois qu'on a autant de réponses, qu'il y a autant de députés qui veulent nous voir. Parce que, un, je pense qu'il y a un intérêt, deux, je pense que nous, je suis pas en train de faire, je vais pas vous faire l'article sur En Marche, hein, c'est pas le sujet ici, je pense qu'on vient pas mal de la société civile aussi. Donc je pense, je ne sais pas sur quoi ça atterrira, mais ne dites pas qu'il n'y a pas d'intérêt des députés, parce que je pense qu'il n'y en a jamais eu autant que cette mandature. À nous maintenant d'en faire quelque chose. Monsieur et madame. Je vais très vite. Merci beaucoup pour ce film, vraiment. Je voulais vous remercier. Moi j'ai fait un atelier théâtre à la prison de Poissy pendant 3 ans, à peu près. Et on a monté une pièce. Et il y a eu du théâtre en prison. Et j'écoutais le monsieur qui disait qu'à chaque fois que les gens parlent, ils se libéraient un peu.
Et en fait, je voulais lancer un appel, parce que comme il y a un micro, il faut en profiter. Moi, j'essaie de refaire ça en ce moment. J'essaie de faire ça avec un des types qui était détenu et qui a quelques permissions. Et pendant ces permes, on essaie de dire des textes, de pouvoir être à dire de la poésie, peut-être d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la prison. Mais surtout, j'aimerais pouvoir plus facilement, parce que j'étais rentré avec le Génépi, mais faire des choses en prison, et c'est vraiment compliqué. Et donc, je voulais, quiconque ici a des idées ou peut m'aider, ou voilà, pour m'aider avec cette association à ramener du théâtre entre les murs. Mais je suis sûr que Louis va vous montrer la carte Prison Insider et qui va vous aider à la fin. Oui, bonjour. Voilà, moi j'enseigne le droit public à Paris 13. Et ce que j'entends ici, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui manquent, hein, pardonnez-moi, parce qu'on parle de la question de la liberté de tous. Et donc, si on se réfère à la règle de droit, elle est abstraite, générale, obligatoire et sanctionnée, sinon il n'y a pas de liberté pour tous. Alors la question de la sanction doit être interrogée, parce que le film est très intéressant sur la réhabilitation, le retour à la société. Le travail social dans ce domaine doit être absolument essentiel dans l'accompagnement. Mais il ne faut pas oublier que les désordres qui sont créent une souffrance chez les victimes qui, si elle n'est pas compensée par des décisions de justice qui permettent tout simplement de la compenser, le risque de violence est très important en retour contre la société et peut revenir sous la forme d'un vote extrême. Donc attention, soyons bien conscients que le régime de la liberté est un régime extrêmement fragile en démocratie, qu'on ne touche pas aux paramètres sans y regarder à deux fois. Et donc ce sondage que vous commentez est peut-être le reflet aussi d'incompréhension, mais d'un certain abîme entre une certaine classe politique, finalement, une façon de gouverner, et une société qui ne comprend plus ce qu'est la justice, alors qu'on n'a jamais eu autant de peines alternatives, quand même. 20% seulement des décisions de justice qui prononcent des emprisonnements fermes, 6% de récidives pour les délits les plus graves, et les crimes, donc attention à ce que l'on dit, 70% c'est le chiffre qui concerne donc les violences et les vols qui sont répétés. Les violences, il se trouve que je suis aussi éducateur spécialisé et je coordonne des situations en protection de l'enfance. Je suis en cumul d'activité au département du Val-de-Marne dans ce domaine, donc j'interviens comme chargé d'enseignement à l'université. Les femmes qui sont victimes de violences, si on ne les protège pas en incarcérant parfois des compagnons violents qui sont dans la récidive systématique, il faut y penser quand même. Si vous voulez, je crois que dans ce qu'il dit ici, c'est très intéressant. Mais attention, le régime de la liberté, c'est pas n'importe quoi, c'est extrêmement fragile, et il faut donc regarder les équilibres qui sont à tenir, parce que, évidemment, ce film est très intéressant du point de vue de ce que le théâtre peut dévoiler de ce qu'on ne connaît pas, du détenu, qui est aussi, j'allais dire, un être humain, et dont on perd cette notion de vue. C'est absolument évident. Mais il ne faut pas pour autant que l'émotion nous entraîne jusqu'à ne pas comprendre que lorsqu'on prononce, effectivement, on décide d'un emprisonnement préventif, il est proportionnel à la peine encourue. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que la société, elle a aussi un devoir de protection qu'on ne peut pas nier. Alors la prison, quelles alternatives? Ça, c'est un vrai débat. Mais n'oublions pas l'essentiel, qui est ce régime de la liberté qui est fondamental, puisque nos droits fondamentaux, qui sont ceux de tous, sont au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. Si on retourne la pyramide, comme je le fais à mes étudiants, c'est quelques droits fondamentaux sur lesquels tient cette pyramide que lorsqu'elle est à l'envers, on les retire, tout s'effondre. Vous êtes d'accord? Donc, je le dis comme ça, là vraiment, il y a donc nécessité de faire appel quand même à d'autres paramètres, si on veut pouvoir avancer sur ce débat, et ne pas être dans la rupture, dans la coupure, avec ceux dont vous parlez dans le sondage, et effectivement, parce qu'il y a cet écart, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, mais qui sont peut-être liées aussi au fait que d'être citoyen, vous voyez, les détenus sont aussi des citoyens, et c'est très important d'être sur cette notion de citoyenneté. Mais qu'est-ce qu'est la citoyenneté pour notre société aujourd'hui? Ça, c'est une vraie question. Et comment on peut identifier ces détenus à une certaine citoyenneté, puisque déjà pour les autres, elle est déjà en crise, gravement. Merci beaucoup, monsieur. Merci. On prend la dernière, madame, et après, on répond. Merci.
Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur une question qui a été évoquée un tout petit peu par moment, qui est la question de la santé. On a parlé du suicide. Il y a la question des dents qui est évoquée dans le film. Enfin, ça me semble quelque chose de très problématique. C'est la santé somatique, la santé psychique. Les chiffres du suicide, Louis l'a dit, c'est environ 120 suicides par an, 7 fois plus pour les hommes, 21 fois plus pour les femmes. Et il y a une part de responsabilité de l'administration pénitentiaire dans cette question de l'accès aux soins, qui est aussi un droit de tout le monde, quoi. Et alors, c'est la question du manque de personnel médical, et manque de personnel médical dans les hôpitaux tout court, le lien entre la prison, l'hôpital, le personnel médical en prison. C'est la question de la formation du personnel pénitentiaire, en particulier sur la question du suicide. Il y a le dispositif de doublement en cellule pour les personnes qui sont perçues comme ayant un risque suicidaire, mais le co-détenu, finalement, il n'y a rien qui est fait pour lui si jamais la personne qui est avec lui, effectivement, se suicide, passe à l'acte. Il n'y a rien qui est fait dans l'accompagnement psychologique, alors que c'est quand même une responsabilité que l'on met sur ses épaules. Donc je trouve que, enfin voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on touche dans le film et qui, je pense, mériteraient qu'on s'y intéresse vraiment, parce qu'effectivement, dans la question de la dignité, la question de la santé est primordiale. Vous avez à peu près tout dit. Un des problèmes centraux reste aussi celui de la surpopulation, puisque la promiscuité aussi génère des épidémies, etc. C'est vrai qu'en prison, on voit réapparaître des maladies qu'on pensait avoir disparu depuis longtemps dans notre pays. Et il y a le problème de la santé mentale aussi, voilà, puisque il y a un certain nombre, alors je ne me souviens plus de la proportion exacte, mais un nombre qui rentrent et qui ont des problèmes psychiques et qui devraient probablement ne rien faire en prison, et probablement beaucoup plus qui sortent de prison avec des problèmes psychiques et qui ne sont pas du tout suivis après. Donc il y a aussi ni pendant ni après. Donc, enfin, vous avez résumé à peu près tous les sujets. C'est un sujet dont le ministère de la Santé veut s'emparer, voilà, et va s'emparer. La question de la santé en prison, voilà, on l'a déjà évoqué et ça va donner lieu à des choses. Voilà. Oui, allez, peut-être un dernier mot tous les deux. Non, juste sur le pacte social, je ne crois pas qu'il soit mis en danger par une absence de répression. Les longueurs de peine ont plus que doublé en ces 35 dernières années. C'est-à-dire que là où on prenait 10 ans il y a 30 ans, on en prend 20 aujourd'hui. Donc je pense que s'il y a un risque pour nos libertés et le pacte social, c'est probablement sur des choses qui ne sont absolument pas poursuivies aujourd'hui, où les gens ne vont pas en prison et où il y a où une certaine classe sociale ne va pas en prison pour des délits financiers et des choses comme ça qui, pour le coup, mettent à mal probablement quelque chose de l'ordre du pacte républicain. Et malheureusement, de toute façon, malgré cette répression assez forte, on voit quand même depuis des années la montée des extrêmes. Donc je pense que c'est parce que le politique court après ces discours, et on a vu notamment Sarkozy à chaque fait divers faire comme si tous les gens qui étaient en prison se résumaient à la personne qui avait commis tel ou tel acte terrible. Donc je pense que c'est ces discours-là qui mènent à ce qu'on a aujourd'hui politiquement, avec la présence du Front National très forte dans le pays quand même. Et puis, et en Europe. En ce moment, on s'inquiète parce que 450 fichiers S vont sortir. Ils ont été punis, ils vont sortir. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que la prison a fait de positif ? Qu'est-ce que la punition a apporté ? Sinon, qu'ils soient davantage endoctrinés. Alors, et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Est-ce qu'il faut les repunir ? Est-ce qu'il faut leur appliquer ? C'est ce qui est en train de se préparer un petit peu. On dit, ils vont sortir, on leur applique une deuxième peine. Le sujet des sortants, et je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder de nouveau ici à la Fondation Jean Jaurès, s'agissant notamment de la question de
de leur radicalisation et des travaux qu'on va mener sur le sujet. Merci infiniment à tous les trois d'être restés tardivement. Et à très bientôt.